Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Tourisme et société. Collection dirigée par Franck Michel. Déjà paru. Vincent Basset, du tourisme au néo-chamanisme, 2011. Frédéric Reichhart, tourisme et handicap. Le tourisme adapté ou les loisirs touristiques des personnes déficientes, 2011. J. Monsieur Furt et F. Michel Dir, tourisme, patrimoine et mondialisation, 2011. Gisèle Moretti, tourisme et aménagement du territoire en Corse, 2010. J. Spindler, D. Euron, l'évaluation de l'événementiel touristique, 2009. J. Chauvin, les colonies de vacances, 2008. IANKOVAK Dir, le tourisme indigène en Amérique du Nord, 2008. L'AMIC JP, tourisme durable, utopie ou réalité? Comment identifier les voyageurs et voyagistes éco-responsables? 2008. Defasquelle et HDEPERNE Dir, le tourisme durable, 2007. J. Monsieur Furt et F. Michel Dir, l'identité au cœur du voyage, tourisme et identité 2, 2007. KIBICHOW, tourisme en pays Maasai, Kenya, de la destruction sociale au développement durable, 2007. CACCOMO Gisèle et SOLONANDRASANAB, l'innovation dans l'industrie touristique, 2006. J. Monsieur Furt et F. Michel Dir, tourisme et identité, 2006. J. Monsieur de Weilly, tourisme et géographie, entre pérégrinité et chaos, 2006. RAMIROU, PBACHIMON, J. Monsieur de Weilly, J. Malaisieux Dir, tourisme et souci de l'autre. En hommage à Georges Caz, 2005. À vol, quand les Mapuches optent pour le tourisme, 2005. Auguillard, le risque voyage, 2005. J. Spindler Dir, avec la collaboration de H. Durand, le tourisme au XX accent grave siècle, 2003. J. Chauvin, le tourisme social et associatif en France, 2002. F. Michel, en route pour l'Asie. Le rêve oriental chez les colonisateurs, les aventuriers et les touristes occidentaux, 2001. Que serait le tourisme sans pétrole? Isabelle Babou et Philippe Callot. Que serait le tourisme sans pétrole? Préface de Jean-Pierre Lamy. Ouvrage des mêmes auteurs. Callot, PH, 1996. Maîtriser la gestion en hôtellerie-restauration. Editions BPI. Callot, PH 2001. Fables de gestion et de marketing, Editions AMC. Callot, PH Dir. 2004. Les échanges commerciaux avec la Chine, aspects sociologiques et culturels, Editions Hermès Lavoisier. Callot, PH Dir. 2006. Tourisme et PME, Editions Hermès Lavoisier. Callot, PH Dir. 2007. Marketing des services, Editions Vuibert. Babou I et Callot, PH 2007. Les dilemmes du tourisme, Editions Vuibert. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978-2-296-96-084-8. EAN 9 782 296 960 848. Dédicace à Colette Martin, in memoriam. À tous les inventeurs de génie qui ont commencé à assurer et assureront le tourisme de demain. À nos enfants Hélène, Guillaume, Lionel, Martin. Remerciements. Mille merci à Jean-Pierre Lamique, héros du tourisme durable, pour ses jolis mots de préface. Avec toute notre amitié. Un grand merci à Claude Origet du Cluseau pour sa relecture aussi encourageante qu'aiguisée. Enfin, ces remerciements ne seraient pas complets si nous n'avions une pensée pour nos familles. Préface de Jean-Pierre Lamique 1. Que serait le tourisme sans pétrole? Cette question nous paraît aujourd'hui totalement saugrenue, tant il semble évident que le déplacement motorisé, avion, voiture, bus, bateau, etc.,
fait partie intégrante de cette activité économique, devenue cruciale pour un nombre important d'individus sur la planète. En certains lieux touristiques, comme dans les Alpes, 75% des émissions de CO2 liées au tourisme sont dues au déplacement, ce qui d'ailleurs génère une pollution majeure. C'est pourtant à cette question qu'Isabelle Babou et Philippe Callot répondent avec beaucoup d'à-propos, de manière claire, optimiste, réaliste et fantaisiste tout à la fois, avec une certaine liberté de ton et un discours teinté d'humour. Ils utilisent des arguments étayés par des recherches poussées dans ce domaine, que l'on nomme aujourd'hui le tourisme responsable. Cela participe à faire de cet ouvrage une référence sur le devenir du tourisme post-pétrole, après que les auteurs eurent mis en lumière les dilemmes du tourisme, en 2007. Face au catastrophisme ambiant, au manque de perspective des hommes politiques sur les questions d'avenir, à cette peur qui monte au sein de la société civile, avec ces questions qui préoccupent tout un chacun, comment vivrons-nous, nous déplacerons-nous, nous divertirons-nous, nous soignerons-nous, voyagerons-nous sans pétrole? Les auteurs montrent que l'homme a toujours su s'adapter, modifier, inventer de manière à pouvoir survivre. Pourquoi en serait-il autrement dans les années à venir, en dépit des catastrophes qui s'annoncent? Et pourquoi ne trouverait-il pas les ressources, les inventions nécessaires pour continuer à voyager? Le voyage n'est-il pas d'ailleurs vital à sa survie? Cette question s'adresse à tous, car ne sommes-nous pas tous un jour ou un autre un touriste parmi tant d'autres? Bien évidemment, le tourisme que nous pratiquerons en 2050 reste à inventer, mais dès aujourd'hui de nombreuses pistes de réflexion existent, de nouvelles formes de voyage prennent corps, dont le tourisme solidaire, l'écotourisme, le tourisme de proximité, les séjours en immersion ou l'éco-volontariat, tandis que la randonnée demeure l'un des tout premiers loisirs des Français et une forme développée de slow tourisme. Cette activité représente tout à la fois une activité sportive, un réel loisir, une découverte de ses sens, une marche vers son bien-être intérieur et un voyage au sens le plus noble du terme. Les auteurs inventorient et déterminent les voyages qui figureront au catalogue des agences en 2050, y compris les formes auxquelles nous ne pensons pas aujourd'hui. Ils nous montrent comment une société sans pétrole aura su s'adapter et proposer des offres variées, ludiques, culturelles et responsables. Leur livre a fait ressurgir en moi l'image de cette vache, attelée à une tondeuse à gazon mécanique, en plein cœur du parc le plus central de la Havane, en 1994, quand les Cubains, vivant la fin du pétrole avant l'heure, devaient inventer des solutions répondant à leurs innombrables problèmes. Cette ingéniosité leur a permis de développer une industrie touristique partie de rien, qui fait vivre aujourd'hui un grand nombre de personnes, et participe à élever le niveau de vie moyen de la population. Les auteurs, animés de cette même inventivité, nous donnent les clés pour un tourisme responsable, solidaire, plus respectueux de l'environnement, mais aussi des hommes. Pour que nous puissions continuer à voyager, mais autrement, avec ou sans pétrole. Un Jean-Pierre Lamique, directeur de l'Association des voyageurs et voyagistes éco-responsables, est l'auteur de Tourisme durable, utopie ou réalité? Editions L'Harmattan, avril 2008, et de Sport d'hiver durable, les pistes du possible, Yves Michel éditeur, septembre 2010. Introduction. Que le tourisme est une belle chose. Cette activité est facteur de démocratie, de ressourcement. Elle est en même temps créatrice de liens sociaux et vecteur d'émotions. Elle participe à l'érudition autant qu'à l'éducation des êtres. Dès toutes les activités et en dépit des crises, des tensions géopolitiques, des cataclysmes, c'est celle qui est appelée à croître le plus dans les décennies à venir. Nous n'évoquerons pas dans ces lignes l'exactitude ou non de la disparition du pétrole. Nous partons de l'hypothèse que cette énergie, si nécessaire au tourisme, se fera rare et ou chère. Les voyages, en effet internationaux ou domestiques, se font majoritairement en avion ou en voiture. Ces biens thermiques utilisés par les touristes seront ainsi remis en cause dans la perspective décrite ci-dessus. Alors que le monde change à une vitesse jamais égalée jusqu'à maintenant de nombreux auteurs s'accordent à préconiser un autre tourisme. Pas pour dire que celui que nous pratiquons n'a que des défauts, non. Simplement pour s'inscrire dans une démarche résolument plus responsable au titre des énergies fossiles consommées, et faire ainsi la démonstration que c'est possible. L'histoire le démontre. En 1883, la marquise du trio de Dion, Bouton et Trépardou est la première voiture du monde. Elle est propulsée à la vapeur.
Le premier forage pétrolier date quant à lui de 1859. De nombreuses idées sont apportées ici et vont dans ce sens. Le lecteur n'aura que l'embarras de son choix. Celui de prendre en compte davantage les éléments naturels composant un volet essentiel du tourisme en les respectant et en prenant conscience des perturbations causées. Les tourismes post-pétrole seront plus doux au sens des mobilités comme des empreintes écologiques. Ils favoriseront indéniablement de vrais contacts, de réelles altérités avec les communautés d'accueil. Ils s'appuieront tantôt sur plus de solidarité, d'engagement et de respect, tantôt ils rimeront avec lenteur et découverte de proximité. Le premier chapitre fait une mise au point sur les atouts du pétrole. Ce qu'il nous a apporté, ce que nous lui devons. Il montre également que nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Les énergies de remplacement sont prêtes à prendre le relais. Il nous faut simplement être patient et attendre que ces énergies permettent les mêmes performances que le pétrole, capacité de transport sur une grande distance par exemple. Le deuxième chapitre fait état de la massification du tourisme. Cette noble activité a, semble-t-il, trouvé sa maturité. La démocratisation du tourisme est passée par là. 25 millions de touristes internationaux en 1950 et quasiment 1 milliard en 2011. Généreuse pour de nombreuses économies, cette massification a aussi des conséquences négatives. La multiplication des parcs à thème, des resorts de toutes sortes, des stations créées ex nihilo sont quelques marques de ce développement. Les impacts environnementaux posent question. La responsabilité sociale et sociétale est interpellée pour prendre en compte ces phénomènes. Nous rentrons dans les années qualifiées d'éco-responsables où tous les acteurs, citoyens, professionnels, collectivités, doivent intégrer les nouvelles variables environnementales pour des voies nouvelles. Pratiquer le tourisme autrement deviendra un must. Pour autant, c'est l'objet du troisième chapitre. Le tourisme doit faire face aux apories et dilemmes du moment. De nombreuses contradictions ou paradoxes entravent encore pour l'instant les chemins d'un tourisme. Nous pouvons préférer touristes responsables. Du triptyque du développement durable, c'est encore trop souvent l'économique qui prévaut. En cela, la préservation de l'environnement et l'émergence de la responsabilité sociétale demeurent des chantiers prometteurs. C'est la révolution des attitudes que nous soulignons dans cette partie. En cela, les chapitres 4 et 5 proposent de revisiter le tourisme, d'introduire les idées qui peuvent nous conduire à adopter une posture touristique différente. Nous posons la question de quel voyage entreprendre et quels touristes serons-nous ? En empruntant les chemins d'une sédentarité ambulatoire, nous guiderons le lecteur vers de nouveaux rythmes, le slow, de nouvelles destinations plus proches. Et puis intervient en toute logique la notion du temps. Celui qui nous manque alors que nous n'en avons jamais eu autant. Cette notion est si différente d'une culture à une autre. En revisitant cette variable, nous réaffirmons les bienfaits de la lenteur. Nous suggérons de revoir nos façons d'agir, désordonnées, stressées, dénaturées. L'hymne à la marche ou à la mobilité douce fait son chemin. L'idéogramme chinois signifiant le mot crise est un mélange de ceux désignant le danger et l'opportunité. Nous sommes à un moment charnière du tourisme. Sa croissance insolente à la fin du XXe siècle nous a confirmé les bienfaits qu'il représente. Cependant, les excès et la perspective d'une raréfaction du pétrole matérialisent les dangers sous-jacents. Le temps du changement annoncé dans le chapitre 7 montre l'aubaine que cela peut représenter pour l'ensemble de la filière. Enfin, le chapitre 8 vous projettera en 2050 pour, de façon rétrospective, imaginer ce que pourrait être l'avenir, le nôtre et celui de nos enfants et petits-enfants. Ce livre dessine l'avenir du tourisme selon des convictions. Il s'appuie sur une confiance aveugle dans notre capacité à innover et celle de la recherche quant aux énergies de substitution. Au final, voyage et tourisme ne formeront-ils qu'un seul mot à l'avenir ? De la société pré-moderne à aujourd'hui, la vitesse de pointe a été multipliée par un facteur 102. La vitesse de communication pour le seul XXe siècle aurait augmenté d'un facteur 107, celle de l'information a été multipliée par un facteur 106. Gessler, 1999, cité par Rosa, 2010. Chapitre 1 Les premières années du pétrole. Tourisme et énergie, un essai de Genèse. Ashten,
Le voyage pour changer non pas de lieu mais d'idées, origine de la France contemporaine, 1876 à 1894. La griserie est de mise. La crise nous mine, les mines sont grises. Avant Chicago, j'ai passé plusieurs jours au pays du pétrole, où l'on circule entre les échafaudages des puits, placés presque côte à côte, car chaque petit propriétaire creuse son puits qui le ruine les 3/4 du temps. Ces derricks multipliés donnent à ce beau pays montagneux de la Pennsylvanie un aspect des plus pittoresques. Bref, je suis enchanté de mon voyage. Chicago le 28 septembre 1943. Un long chemin a été parcouru depuis le premier puits de pétrole commercial à Titusville, en 1859. Le pétrole c'est bientôt hier, nous dit Anderlin. Mais hier il était une fois, il y a très longtemps. Hérodote, aux alentours de 484 à 425 AV. JC dans ses enquêtes mentionne le puits d'Arderica, qui fournit 3 produits différents, car on y puise du bitume, du sel et de l'huile de la manière suivante. Le liquide, puisé à l'aide d'une pompe à bascule qui porte au lieu d'un seau la moitié d'une outre, est versé dans un bassin puis s'écoule ailleurs et prend 3 formes différentes. Le bitume et le sel se solidifient aussitôt, l'huile, les Perses l'appellent radinacée. Elle est noire et d'odeur désagréable. C'est la première fois qu'il est fait référence au pétrole, même si l'utilisation de l'asphalte est connue pour les premières momies égyptiennes. Les Chinois quant à eux utilisaient le charbon il y a 3000 ans, rappel rediment tout comme au pays de Galles où l'on s'en servait pour brûler les morts, et de manière plus générale dans l'Angleterre médiévale. Marco Polo au XIIIe siècle s'émerveille, des manières de pierre qui brûlent comme des bûches. Elles tiennent le feu et produisent la cuisson mieux que ne fait le bois, et de préciser qu'elles n'ont aucun autre usage que le feu. Aristote mentionne lui aussi ces charbons fossiles. Ces exemples historiques montrent bien que les hommes n'ont pas attendu la révolution industrielle pour consommer les ressources offertes par la planète. Le pétrole, matière aussi convoitée qu'utilisée, arriverait dans sa phase de déclin. Le spectre de la fin d'un pétrole bon marché se profile, affolant les scénarios autant que les acteurs selon Campbell et l'ARR. Les baisses de production amorcées en 1970 et les restrictions imposées par les pays du Moyen-Orient furent les prémices d'une annonce de raréfaction, et donc d'un pétrole devenu soudain moins bon marché. L'Agence internationale pour l'énergie annonçait en juillet 2007 le pic pétrolier pour 20 134. L'ère du pétrole bon marché est derrière nous car nous aurions atteint les taux maximum d'extraction. Les auteurs du rapport IPOS annoncent 2 challenges pour les gouvernements et stratèges politiques du monde à venir. A. De reconnaître la situation à laquelle nous devons faire face. B. D'agir pour atténuer les plus fortes conséquences de l'instant critique. Plus loin, l'avertissement se confirme. Don't let the oil crunch catch us out in the way that the credit crunch did, page 5-5. Prévenus que nous sommes du fait de la crise financière globale vécue récemment, les auteurs mettent le monde en garde. Pour les 5 experts réunis autour de ce rapport, il y a urgence d'agir maintenant car les impacts du changement climatique font de cela un important sujet. Énergies fossiles contre énergies renouvelables. Dans un monde qui est toujours en croissance démographique, l'écologie, comme un défi, lance un appel à l'économie dévoreuse de matières premières, dont le pétrole. L'ultimatum se pose de différentes façons. Tout d'abord celle des mutations comportementales qui seront plutôt lentes dans les sociétés développées, tant les addictions consuméristes sont marquées. Nous pouvons au mieux espérer une prise de conscience citoyenne, comme on dit aujourd'hui, pour s'engager dans des actes responsables à considérer qu'auparavant ils ne l'étaient pas. Les mots de simplicité volontaire ou de décroissance soutenable surgissent dans un décor du non-sens où transport de marchandises et de personnes s'amplifie, où les échanges commerciaux semblent si vitaux que les capacités d'emport, cargo, porte-containers, avions toujours plus gros, paquebots de croisière immenses, complexes hôteliers gigantesques, se multiplient rejetant la modération annoncée aussi souhaitable qu'utopique à plus tard. Et quand un accident survient, nous en sommes réduits à gérer les conséquences. Est-ce pour prendre le contre-pied que les nouveaux hébergements de luxe se font plus petits, plus intimes ? Pour ce qui est du tourisme, nous l'avons écrit en 2007, la Terre ne devrait pas être considérée comme un parc à thème. Le dernier joyau créé par l'humain ne se trouve-t-il pas dans les Émirats ? Nous sommes au-delà des superlatifs utilisés pour Las Vegas.
Ici tout est plus haut, plus grand, plus moderne, plus dérangeant. Complexe de ski sous un dôme réfrigéré ou hippodrome en plein désert, îles artificielles ou hôtels gigantesques, nous avons toutes les marques des caprices humains. Aux Bahamas, le gigantesque complexe hôtelier Atlantis sur Paradise Island génère à lui seul 13% du PIB du pays. De Las Vegas à Benidorm, de Punta Cana aux Émirats, ces investissements font penser à un jeu de Monopoly géant. Ils réaffirment le besoin de l'humain, quelle que soit sa culture, sa religion, de faire mieux que l'autre. Comme sur l'île de Pâques, c'est la tribu qui aura la plus grosse statue qui est supposée gagner. Nous savons ce qu'il advint sur cette île visitée aujourd'hui, pour ses vestiges révélateurs d'orgueil démesuré autant que suranné. Nous jouons sans cesse avec la planète, ses volcans, ses sommets, ses mers, ses espaces, sa biodiversité, ses écosystèmes en oubliant un peu vite que nous jouons avec le futur de l'humanité. Alors Gaïa, en réaction, se fâche à sa manière. Les sécheresses aux incendies si dévastateurs se répètent. Les ouragans et cyclones se multiplient, les inondations sont de plus en plus fréquentes et meurtrières. Tels sont les signes que nous envoie la planète, pas notre planète, mais la planète. L'année 2010 détient le record d'année la plus meurtrière en matière de catastrophes naturelles. 295 000 morts, et des dégâts évalués à 130 milliards de dollars. L'autre mutation est celle des pays émergents en croissance rapide, Chine par exemple ou lente, Maroc, qui au-delà de leur culture ambitionnent à leur tour d'accéder légitimement au confort moyen que nous avons, aux biens que nous possédons, aux comportements qui sont les nôtres, y compris le tourisme. Le rapport d'un think tank américain, World Watch Institute, précise les enjeux d'un futur proche. Si les Chinois et les Indiens consommaient en un jour ne serait-ce que la moitié de ce qu'utilise un Américain en pétrole, il leur faudrait 100 millions de barils par jour, alors que le monde entier n'avale aujourd'hui que 85 millions de barils par jour. 6. Les prévisions évaluent à 89 millions de barils la consommation journalière de 2011, justifiant ainsi une hausse de son prix voisin de 100 € dès janvier 2011. Leur mutation face aux enjeux écologiques et économiques semble plus que nécessaire, à nos yeux mais pas pour eux. C'est bien là l'origine du désaccord profond intervenu lors du sommet de Copenhague fin 2009. Certains parlent de réduction des émissions de gaz à effet de serre, alors que les deux pays les plus peuplés parlent simplement de besoins primaires. Certes, nous raisonnons à technologie constante. C'est l'objet de la troisième mutation, celle de l'évolution des sciences et techniques. Voitures à hydrogène, piles à combustible, avions et bateaux à énergie solaire, avions à récupération et transformation de CO2 en vol, sont des perspectives séduisantes. L'avenir, un certain avenir, passe sans doute aussi par la prise de conscience qu'une croissance exponentielle est insoutenable face à une ressource finie, comme l'indique Reeves. C'est le cas du pétrole. Cette prise de conscience peut-elle être plus humaine, moins orientée vers la consommation ? L'humanité comme projet commun. La croissance pour ce qu'elle est n'apparaît pas comme une solution de vie partagée. Le pétrole, comme les autres énergies fossiles, a largement participé à cette croissance positive. Allongement de l'espérance de vie, élévation du confort moyen dans les pays développés, amélioration de la santé. Cela occulte les conséquences de son utilisation abusive, hausse des émissions de gaz à effet de serre, perturbation de l'écosystème, modification de la biodiversité. Nous avons une dette vis-à-vis du pétrole. Du pétrole ? Il y en a partout. Enfouis sous terre, dans les océans, les sables bitumeux, tar sand comme disent les Américains du Nord. En surface, ils peuplent notre quotidien, sans même que nous en ayons toujours conscience. Le plus visible est le carburant qui fait avancer nos engins de transport. Mais le pétrole est dans nos assiettes avec fruits, légumes. Il est présent dans notre salle de bain, produits de beauté, médicaments. Il est réel au bout de nos bras sous forme de sacs et bouteilles en plastique. Dans nos affaires de plage, il est déguisé en palmes, masques et tubas. Les jouets des enfants, ceux du chien et du chat, sont aussi à base de pétrole, tout comme les chewing-gums, les baskets, les CD. Nous n'oublierons pas les tuyaux en PVC, coupables de certaines vapeurs nocives. Le plus important est indiscutablement l'utilisation qui en est faite pour notre santé. De plus, la pétrochimie est une industrie florissante. Selon www.planet-energies.com,
En 1950, les produits consommables issus de la pétrochimie atteignaient seulement 3 millions de tonnes dans le monde, dont la moitié de plastique. En 2000, on en a produit 192 millions de tonnes dont 140 millions de tonnes de plastique. En 2005, la production mondiale de plastique atteint 235 millions de tonnes qui pourraient passer à 300 en 2010. Et dire que ces plastiques ont été inventés vers 1930 pour écouler une production invendable parce que polluante, non stockable, inflammable et abondante en naphta. Si cette production devait faiblir faute de matières premières, quelles seraient les répercussions économiques ? Qu'adviendrait-il du tourisme ? De quelle manière les déplacements et leur fréquence, les hébergements avec tout le confort et les importations de nourriture seraient-ils impactés ? Il ne paraît pas tout à fait utopique de penser que le pétrole puisse être remplacé dans l'immobilier par de nouveaux modes de chauffage, climatisation. On construit actuellement des maisons positives. C'est celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme 7. Cela est désormais possible en conjuguant les efforts d'isolation, d'étanchéité, de limitation de surconsommation, appareils ménagers, et en captant les énergies renouvelables, énergie solaire, éolienne domestique. Pour ce qui est des véhicules roulants, les progrès sont spectaculaires. Ils consomment de moins en moins d'essence et les recherches continuent d'avancer. Le problème semble plus difficile à résoudre concernant l'avion alors même que s'ouvre une perspective formidable grâce à B. Picard et son équipe, qui ont réussi le premier vol de 26 heures et 9 minutes de nuit dans un aéronef aux ailes solaires 8. Ce qui est choquant tout de même, c'est le contraste qui existe entre les espoirs liés à la découverte du pétrole, les utilisations merveilleuses qui en ont été faites et le mépris dont il est l'objet aujourd'hui en raison des émanations de CO2 auxquelles il est lié. Nous ne parvenons pas à éclaircir le problème suivant. La consommation de carburant participe à l'épuisement du pétrole dont nous avons un usage quotidien. Le CO2 agit sur le climat. La responsabilité humaine est engagée et depuis plus de 10 000 ans avec une accélération majeure ces 150 dernières années. Mais le pétrole est la raison du confort et du soulagement d'une partie croissante de l'humanité. Au nom de quoi renoncer purement et simplement au progrès ? La décroissance est-elle obligée, plongeant ou maintenant une partie de l'humanité à l'écart de ses avancées ? La réponse à cette question est indubitablement non. Dans son récent ouvrage, Denora dresse un impressionnant catalogue d'une jeune génération qui crée le business de demain, prospère et écolo, tourné vers l'avenir et qui maintient notre niveau de confort actuel. Un meilleur sens du partage n'est-il pas possible ? Le CO2, nouvel ennemi planétaire émis par les gaz d'échappement, en partie seulement, doit-il nous faire reculer, nous replonger dans l'inconfort et la précarité ? Devons-nous renoncer à la chute de la mortalité infantile, comme de celle des adultes ? N'est-il pas l'instrument diabolique de ceux qui veulent empêcher l'accès à d'autres, de ce que nous nommons le développement ? Pour ne parler que du tourisme, des nations en vivent, leur niveau de dépendance au tourisme est excessif, contesté, critiqué. Peu importe, c'est de survie, de vies humaines dont il est question. N'est-ce pas plus important que tout ? L'homme a sa part de responsabilité dans le génocide animal de la Terre. Mais les preuves les plus convaincantes du lien entre ces disparitions et l'homme se trouvent en Amérique du Nord, il y a 12 500 ans. En 1000 ans environ, 33 genres de grands mammifères s'éteignirent, il n'en resta que 12. En Amérique du Sud, 80% des genres de mammifères ont disparu au cours des 15 000 dernières années, explique Rudiment. Il est plausible que cette vague d'extinction inouïe, la première depuis des millions d'années, soit le fait de l'homme et de ses techniques de chasse terriblement efficaces. Elles amenaient nos ancêtres à tuer beaucoup plus de bêtes qu'ils ne pouvaient en manger. Comme quoi le gaspillage des ressources terrestres n'est pas une invention récente. La sauvegarde de la biodiversité, à grands coups de millions d'euros, sert admirablement le tourisme. Mais vaut-elle une vie humaine ? C'est pourquoi nous sommes en faveur de la mesure, de la sobriété, pas de l'abstinence et encore moins de la négation du développement. Nous verrons que les alternatives au pétrole existent notamment sur le thème de ce pourquoi cette énergie fossile est critiquée, c'est-à-dire l'hypermobilité selon Agra, l'ubiquité selon P. Virilio 2010. Pour le reste, nous devons nous féliciter des utilisations aussi variées qu'utiles à l'humanité que permet le pétrole. Quant au CO2,
W. Rediment explique qu'il a commencé d'augmenter il y a 8000 ans avec les premières déforestations, œuvre des premiers cultivateurs. Il y aurait donc bien des siècles que l'activité humaine aurait sa part de responsabilité sur le climat, le CO2, le méthane. Toutefois, s'il est indéniable que les quantités ont progressé sous l'effet de la présence humaine et ses consommations, n'oublions pas qu'il y a aussi des causes naturelles au CO29. Faire le grand tour ou pas ? Jules Verne avait donc raison. Nous pouvons faire le tour du monde en moins de 80 jours, surtout si, comme l'avait oublié Phileas Fogg, nous amorçons ce tour vers l'Est. L'excentrique gentleman avait employé pour ce faire tous les moyens de transport, paquebots, railways, voitures, yachts, bâtiments de commerce, traîneaux, éléphants. Cette réalité romanesque fut possible du fait de la révolution des transports accélérant le mouvement de l'homme, réduisant en même temps les distances. Au-delà du pari remporté par le héros et de l'amour rencontré en Inde, c'est d'abord le récit d'un des voyages extraordinaires que nous propose l'écrivain des romans fiction. Dans ce roman de 1872, devenu réalité, nous avons toute la dimension du problème. Se déplacer pour aller un peu n'importe où comme aime à le faire le vrai voyageur, dont Baudelaire disait qu'il part pour partir, en prenant le temps pour effectuer ce périple, ou bien refuser de multiplier à l'envi les déplacements pour retrouver une sédentarité à distance. L'avidité de l'homme moderne, n'est-elle pas dans la splendeur de cette futilité passagère mais récurrente, éphémère et ambivalente ? Nous croyons à la voie médiane recommandant parcimonie et modification des us et coutumes liés à l'acte touristique. Si nous faisions l'effort de repenser ces déplacements aussi inutiles que nombreux, n'aurions-nous pas résolu une grande partie du problème ambiant ? Même si nous concédons avec G. Dubois que le tourisme ne contribue au final qu'à 5% du total des émissions de gaz à effet de serre. Nous y reviendrons. L'habitat passif, voire à énergie positive, est une réalité. La question des déplacements, fret et personnes reste préoccupante même si des alternatives se préparent. L'art résidera là aussi, sans doute, dans une combinaison astucieuse entre des énergies de substitution, des déplacements repensés, limités, des modes de transport doux. L'autre variable de cette alchimie est de payer le prix de l'énergie, à son coût écologique réel, et plus seulement économique. La question se posera alors de la fixation de ce prix, quand nous serons parvenus à remplacer les énergies émettrices de CO2 par d'autres. Nous entrevoyons ici les révolutions économiques à suivre, tant les États sont concernés par le commerce de l'énergie fossile. Tendance à 2050. L'évolution des prix du pétrole suggère différents scénarios notamment au titre de l'impact des prix sur la consommation. Graphique numéro 1, hypothèse des prix du pétrole en US$ baril, source EREC 2010. En effet, selon les politiques tarifaires mises en place sur le coût de cette énergie appelée à disparaître, le citoyen devrait limiter sa consommation énergétique, sa dépendance à l'énergie fossile. D'autres événements peuvent faire varier les hypothèses. En premier lieu, le développement de pays en transition où les consommateurs aspirent à leur tour à posséder une voiture a fortiori là où les populations sont importantes, Brésil, Russie, Inde, Chine. À l'inverse, certains freins à la consommation peuvent infléchir les scénarios. Par exemple, les décisions politiques des États restreignant l'achat et donc l'utilisation de voitures, le coût des investissements des extractions et les conséquences sur l'environnement également, sable bitumineux par exemple. Au titre de la demande, une prise de conscience en lien avec les émissions de CO2 ou encore les périodes de récession, sont d'autres variables modératrices des scénarios autour du prix. L'actualité de 2010 a montré, en Europe, que la perspective d'une incitation politique à minorer l'achat de voitures n'était pas du domaine de la réalité. Bien au contraire. Le client a été poussé vers les concessions à grands coups de primes à la casse et autres promotions. Bien que l'argument publicitaire tourne autour du remplacement par une voiture plus propre, l'objectif n'était autre que le sauvetage d'une industrie lucrative et de ses emplois. La mutation n'est pas encore à l'ordre du jour, et nous assistons en quelque sorte à une querelle revisitée des anciens et des modernes sur la nature de l'énergie qui mouvra les automobiles demain. Néanmoins, ces mesures ont tout de même porté leurs fruits avec une économie de 2,3% de CO2 et des rejets de 130 grammes en moyenne pour le parc français,
objectif qui ne devait être atteint qu'en 2015. Le citoyen n'aura que peu de marge pour échapper à cette nouvelle donne. Et pourtant c'est un terrible dilemme pour ceux qui vivent de et à proximité des forages. En dépit des accidents dramatiques pouvant survenir, tel celui de la fuite de 780 millions de litres d'IS de brut du puits du golfe du Mexique est définitivement condamné, ceux qui y travaillent et en vivent plutôt bien sont-ils prêts à renoncer à cet emploi lucratif ? Comme pour la dépendance financière de certains pays au tourisme, Fidji par exemple, ici se trouve un nouveau dilemme, celui de la reconversion de ces milliers de salariés vers les énergies renouvelables, à une alternative économique qui reste à imaginer. Les compagnies pétrolières continuent les forages offshore profonds plus de 1000 mètres, à un rythme de 30 à 50 par an 11. Ils se feront dans l'Antarctique parce que c'est un Eldorado qui renferme 13% des réserves mondiales, et que le changement climatique les rend plus accessibles. Et ce malgré les cris alarmés des associations de protection de l'environnement. Le constat est clair, même s'il n'est pas toujours clamé haut et fort. L'économie mondiale ne saurait se passer d'or noir, la vie des habitants de la planète en dépend trop à ce jour tout du moins pour l'agriculture, les transports, la médecine et les loisirs. On reporte donc à plus tard cette échéance effrayante. Il est probable que l'intérim soit assuré par le charbon et le gaz, dont les réserves suffiraient pour encore 1 ou 2 siècles. Dans une perspective à moyen et long terme, le changement devra être radical pour modifier notre dépendance énergétique. Dans tous les cas, de gros efforts sont déployés en vue d'économiser le pétrole. C'est le vœu formulé pour des solutions via les nouveaux transports comprenant les véhicules électriques et ceux fonctionnant au bioéthanol, selon le rapport EREC 2010. Les incitations à abandonner les véhicules polluants et à changer ceux des collectivités et administrations sont également des mesures préconisées pour accélérer cette nécessaire mutation. Au titre de l'habitat, les Smart Energy Cities utiliseront majoritairement des énergies renouvelables. Elles disposeront d'espaces verts urbains et de vastes parcs connectés. Elles proposeront des buildings éco-efficients et davantage de transports publics efficaces, incluant des bus électriques ou au bioéthanol, selon le même rapport EREC, traduction libre. Les immeubles comptent pour plus de 2/3 de l'électricité consommée. L'alternative se met en place. Les énergies renouvelables sont l'enjeu de ce début de siècle, au vu des émissions de gaz à effet de serre autant que de la perspective de la raréfaction de certaines énergies fossiles dont le pétrole. Graphique numéro 2. Évolution des emplois liés aux énergies renouvelables de 2009 à 2050, source EREC en millions. Par exemple, les conséquences sur l'emploi seront importantes si l'on en croit ce rapport. Alors que les énergies renouvelables pèsent 550 000 emplois en Europe en 2009, ce nombre dépasserait les 6 millions en 2050. Graphique 2. Cet aspect positif est à mettre en corrélation avec l'utilisation de ces énergies par les ménages. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.